Marseille. Ce nom évoque des images de calanques ensoleillées, du vieux port animé, et vous savez, l'odeur du pastis par une soirée chaude. C'est la ville vendue aux touristes, le cœur vibrant et multiculturel de la Provence. Mais derrière cette façade idyllique se cache une autre Marseille, celle qui figure rarement dans les brochures de voyage. C'est une ville marquée par un conflit qui fait rage jour et nuit. Une guerre menée non pas sur un lointain champ de bataille, mais dans les cités, les cages d'escalier et les sous-sols de ces quartiers nord. C'est la réalité du trafic de drogue, une économie de violence enracinée qui dicte le rythme de vie de milliers de citoyens. Le crépitement des tirs d'armes automatiques est devenu une bande-son sinistre, presque routinière, dans certains quartiers. Un contraste saisissant avec les joyeuses mélodies des cigales. Les chiffres, à eux seuls, sont stupéfiants et brossent un tableau brutal. En 2023, la ville a enregistré plus de 49 homicides liés au trafic de stupéfiants, un chiffre qui pulvérise les records précédents. Ce ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des fils, des frères et parfois des passants innocents pris dans les tirs croisés. Nous parlons d'une activité qui génère environ 80 000 € par jour pour un seul point de vente très fréquenté. Multipliez cela par les dizaines de réseaux opérant à travers la ville et vous commencez à saisir l'ampleur colossale de cette économie souterraine. C'est un système qui s'est tissé dans le tissu même de la ville, créant des dépendances, alimentant la corruption et érodant l'autorité de l'État, bloc par bloc, vie par vie. Les racines du problème de la drogue à Marseille sont profondes, entrelacées avec l'histoire de la ville en tant que grand port méditerranéen. Dans les années 1970, c'est la tristement célèbre French Connection, un réseau mondial de trafic d'héroïne, qui a d'abord placé Marseille sur la carte de la criminalité internationale. Mais le trafic d'aujourd'hui est une bête différente. Il ne s'agit plus de laboratoires clandestins et de trafiquants internationaux orchestrant des affaires à distance. Le pouvoir est passé des grands bandits d'antan à une nouvelle génération de trafiquants qui ont transformé les vastes cités d'après-guerre de la ville en véritables forteresses. Ces labyrinthes de béton, conçus avec des idéaux utopiques, sont devenus le terreau idéal pour une économie de la drogue localisée et hautement territoriale. La transition a commencé dans les années 1990, lorsque la résine de cannabis, ou shit, est devenue la marchandise de choix. Le modèle économique s'est décentralisé. Au lieu d'une logistique mondiale complexe, l'accent a été mis sur le contrôle du territoire. Les cités des quartiers nord, des lieux comme la Castellane, les Micocouliers ou la Paternelle, sont devenus les épicentres de ce nouveau trafic. Ces quartiers, souvent touchés par un chômage élevé, l'isolement social et un manque de services publics, offraient une main-d'œuvre captive et un terrain défendable. Les trafiquants ne se contentaient pas de vendre de la drogue ici. Ils ont établi un ordre parallèle, offrant une forme perverse de structure sociale là où l'État semblait absent, transformant les espaces publics en marchés privés. Ce contrôle territorial est absolu et appliqué avec une efficacité impitoyable. Comprendre le trafic de drogue à Marseille, c'est comprendre sa hiérarchie rigide, presque corporative. Tout en bas de cette pyramide se trouvent les choufs, les guetteurs. Souvent adolescents, certains n'ayant que 13 ou 14 ans, ils sont les yeux et les oreilles du réseau. Perchés sur des scooters, des chaises ou des toits, ils surveillent les patrouilles de police, criant des avertissements codés au premier signe de problème. Ils sont payés environ 100 € par jour, une somme tentante pour un jeune avec peu de perspectives. Ils sont la partie la plus visible et la plus dispensable de l'opération, souvent les premiers à être arrêtés lors d'une descente de police, servant de chair à canon qui protège les actifs les plus précieux de l'organisation. Juste au-dessus des guetteurs se trouvent les dealers, ceux qui gèrent le produit et l'argent au plan. Ils travaillent par équipe, comme des employés dans un magasin, vendant des doses préemballées de cannabis, de cocaïne ou, de plus en plus, de crack. Leur lieu de travail est une cage d'escalier, un hall d'immeuble ou un stand de fortune installé sur un parking. Plus haut dans la chaîne se trouvent les nourrices, des individus qui stockent les drogues, l'argent et parfois les armes dans leurs appartements. Ce sont souvent des personnes vulnérables, mères célibataires, résidents endettés, contraintes ou payées pour prendre d'immenses risques. Au-dessus d'elles se trouvent les lieutenants et les hommes de main, les muscles de l'organisation. Ils sont responsables de la discipline au sein des rangs, du recouvrement des dettes et, si nécessaire, de la perpétration d'attaques violentes contre les réseaux rivaux. Au sommet de la pyramide se trouve la tête de réseau. Ces individus sont rarement vus sur le terrain. Beaucoup orchestrent leurs empires à distance, parfois depuis des villas en Espagne ou à Dubaï, ou même depuis une cellule de prison.
utilisant des téléphones cryptés pour transmettre les ordres. Ce sont les cerveaux qui gèrent les chaînes d'approvisionnement, blanchissent les immenses profits et prennent les décisions stratégiques, y compris les ordres de tuer. La réalité quotidienne des habitants des cités ravagées par la drogue est faite de tensions constantes et de peurs omniprésentes. La vie est rythmée par le trafic. Les parents disent à leurs enfants quelle cage d'escalier éviter quand il est sûr de jouer dehors et de rentrer avant la nuit lorsque les tensions entre réseaux s'intensifient souvent. Les points de vente, souvent situés à l'entrée des immeubles, deviennent des points de contrôle non officiels. Les habitants sont parfois fouillés ou interrogés par des guetteurs, leurs propres maisons transformées en territoire étranger. Nous sommes prisonniers dans nos propres appartements, nous raconte une mère de la paternelle, la voix tremblante. Je dois montrer mes sacs de courses à un garçon de 15 ans, juste pour arriver à ma porte d'entrée. Est-ce une vie normale ? Le coût psychologique pour la communauté est immense. Le bruit des coups de feu, autrefois un événement choquant, est devenu une partie étrangement familière du paysage sonore urbain pour beaucoup. Les enfants apprennent à distinguer le bruit d'une kalachnikov de celui d'un pistolet. Cette normalisation de la violence extrême a des effets profonds sur leur développement, entraînant traumatisme, anxiété et désensibilisation à la brutalité. La violence n'est pas toujours contenue dans le monde criminel. Des victimes innocentes sont de plus en plus souvent prises dans les tirs croisés. En 2023, plusieurs habitants sans lien avec le trafic de drogue ont été tués ou blessés par des balles perdues. Une mère de 2 enfants, touchée par une balle alors qu'elle se trouvait dans son propre appartement. Un adolescent, pris pour un guetteur rival, abattu alors qu'il attendait un bus. Ces tragédies provoquent des ondes de peur dans les communautés, renforçant le sentiment que nulle part n'est vraiment sûr. Chaque habitant sait qu'un simple acte, s'asseoir sur un balcon, aller au magasin, pourrait avoir des conséquences fatales. Cet état de siège a un impact dévastateur sur la vie sociale et économique de ces quartiers. Les entreprises hésitent à s'installer, les médecins et autres professionnels sont réticents à ouvrir des cabinets, et les agents des services publics, des postiers aux pompiers, ont souvent besoin d'une escorte policière pour entrer dans certaines zones. Face à cette crise grandissante, l'État français a réagi par une présence policière massive et soutenue. Les opérations, baptisées Place Nette, sont devenues une caractéristique régulière des quartiers nord de Marseille. Il s'agit d'actions très visibles, impliquant des centaines d'agents, des unités de patrouille locales aux unités tactiques d'élite, comme le RAID. Ils prennent d'assaut les cités, démantèlent les points de vente, procèdent à des arrestations et saisissent drogue, armes et argent. Pendant quelques heures, ou peut-être quelques jours, l'État réaffirme son autorité. L'objectif est double, perturber les réseaux de trafiquants et rassurer la population assiégée qu'elle n'a pas été abandonnée. Cependant, de nombreux agents en première ligne expriment un profond sentiment de frustration, décrivant leur travail comme une tâche sans fin, sisyphéenne. Nous nettoyons un point de vente le matin, et en soirée, il est de nouveau opérationnel, nous confie anonymement un officier expérimenté d'une brigade de terrain spécialisée. Nous arrêtons les guetteurs et les petits dealers, mais ils sont remplacés en quelques heures. C'est comme essayer de vider l'océan avec une cuillère. Les effectifs nécessaires pour sécuriser un seul quartier sont immenses, et la police ne peut pas être partout à la fois. Dès qu'ils quittent une zone pour se concentrer sur une autre, les trafiquants reviennent, souvent avec une audace qui se moque des efforts des autorités. Le système judiciaire a également du mal à suivre le rythme. Les tribunaux de Marseille sont submergés par les affaires liées à la drogue. Si les arrestations sont fréquentes, obtenir des condamnations à long terme contre les cerveaux est notoirement difficile. Les témoins sont souvent trop terrifiés pour témoigner, et les trafiquants de haut niveau sont des experts pour s'isoler des opérations au niveau de la rue. Cela crée un système judiciaire à porte tournante, où les délinquants de petit calibre reçoivent de courtes peines et sont rapidement de retour dans la rue, plus endurcis et mieux connectés qu'auparavant. Malgré ces défis, la police a remporté des succès importants. Des cargaisons transfrontalières majeures ont été interceptées, des figures clés ont été arrêtées et des sommes importantes ont été saisies. Pourtant, pour chaque chef de réseau démantelé, un autre lieutenant ambitieux est prêt à prendre sa place, ce qui conduit souvent à une guerre de succession sanglante. La guerre contre la drogue à Marseille est une guerre d'usure, et pour l'instant, c'est une guerre que l'État a du mal à gagner. Les réseaux de trafic de drogue à Marseille ne sont pas statiques, ils sont très adaptatifs, faisant constamment évoluer leur stratégie pour contrer la pression policière et maximiser les profits. L'un des changements récents les plus importants a été l'ubérisation du trafic de drogue. Au lieu de forcer les clients à venir dans les cités dangereuses,
certains réseaux ont développé des services de livraison à domicile sophistiqués. En utilisant des applications de messagerie cryptées, comme Telegram ou Signal, les clients peuvent passer une commande et la faire livrer à leur porte dans l'heure par un dealer à scooter. Ce modèle est discret, efficace et étend la clientèle bien au-delà des quartiers nord, atteignant les banlieues sud plus riches et les arrondissements centraux de la ville. Une autre évolution alarmante est la diversification de la gamme de produits. Si le cannabis reste la base du trafic, la cocaïne, et en particulier le crack, a connu une augmentation spectaculaire. Le crack est bon marché à produire, très addictif et génère des euphories intenses et de courte durée, assurant un flux constant de clients réguliers. Les trafiquants sont des hommes d'affaires. Ils étudient le marché, identifient la demande et adaptent leur offre en conséquence. Ils sont également connus pour proposer des promotions et des cartes de fidélité, imitant les tactiques de marketing des entreprises légitimes pour fidéliser les clients. Pour contrer la surveillance policière intensifiée dans les cités, les réseaux modifient également leurs tactiques physiques. Ils sont devenus plus mobiles, abandonnant les points de vente fixes et fortifiés pour des points de vente éphémères et plus agiles, plus difficiles à cibler pour la police. Ils sont également devenus des maîtres de la contre-surveillance, utilisant leurs propres drones pour surveiller les mouvements de la police et employant des systèmes de communication cryptés sophistiqués, difficiles à pénétrer pour les forces de l'ordre. L'adaptation la plus sophistiquée se situe peut-être dans le domaine du blanchiment d'argent. Les profits colossaux générés par le trafic ne peuvent pas être simplement dépensés, ils doivent être blanchis. Les réseaux utilisent un réseau complexe de sociétés écrans, d'entreprises locales, comme des snacks ou des lavotos, et de montages financiers internationaux pour injecter leur argent sale dans l'économie légale. Comme une hydre, pour chaque tête que la police parvient à couper, qu'il s'agisse d'un point de vente, d'un logisticien ou d'un blanchisseur d'argent, deux autres semblent repoussées, chacune plus résiliente que la précédente. L'histoire du trafic de drogue à Marseille est un récit sombre de violence, de pauvreté et d'échecs systémiques. C'est une crise qui s'est envenimée pendant des décennies, passant du gangstérisme romancé de la French Connection à une guerre brutale et territoriale qui retient des communautés entières en otage. Nous avons vu comment les royaumes de béton des quartiers nord sont devenus les fiefs sans loi de réseau hyper organisés. Nous avons examiné la pyramide du pouvoir, du jeune guetteur remplaçable au baron intouchable dirigeant les opérations depuis l'étranger. Nous avons entendu les voix des habitants vivant en état de siège, leur vie dictée par la peur et la menace omniprésente de la violence. C'est le dommage collatéral d'une guerre menée quotidiennement à leur porte. La réponse de l'État, bien que massive et déterminée, ressemble souvent à une bataille contre une marée imparable. Les opérations policières apportent un soulagement temporaire, mais ne parviennent pas à résoudre les problèmes sociaux et économiques profondément enracinés qui alimentent le trafic. Pour chaque trafiquant arrêté, un autre jeune désespéré est prêt à prendre sa place, attiré par la promesse d'argent facile dans un monde où les alternatives sont rares. Les trafiquants, à leur tour, démontrent une capacité d'adaptation terrifiante, tirant parti de la technologie, des nouvelles stratégies marketing et de la sophistication financière pour garder une longueur d'avance sur la loi. Ce n'est pas seulement un problème de police, c'est un problème de société qui exige une solution beaucoup plus complète qu'une simple répression. Rompre ce cercle vicieux nécessite de regarder au-delà des symptômes immédiats et de s'attaquer aux causes profondes. Cela signifie un investissement massif et à long terme dans les quartiers négligés de la ville, dans les écoles, dans la formation professionnelle, dans les services sociaux et dans les infrastructures non communautaires. Cela signifie créer de réelles opportunités économiques qui peuvent rivaliser avec l'attrait du trafic de drogue. Cela exige une double approche, une application de la loi inflexible pour démanteler les réseaux, combinée à une stratégie sociale robuste pour récupérer les communautés qu'ils ont empoisonnées. C'est une tâche monumentale qui exigera une volonté politique, un financement soutenu et la participation active des communautés mêmes qui ont le plus souffert. L'avenir de Marseille est en jeu. Ignorer cette crise n'est plus une option. En tant que citoyens, nous avons la responsabilité de regarder au-delà des gros titres sensationnels et de comprendre la réalité humaine complexe de cette tragédie. La première étape est de nous informer, d'écouter les histoires de ceux qui sont en première ligne et de rejeter les récits simplistes. La seconde est de soutenir les organisations communautaires qui travaillent sur le terrain, offrant des bouées de sauvetage aux jeunes et luttant pour restaurer un sentiment de sécurité et d'espoir. La bataille pour Marseille ne sera pas gagnée par les seules descentes de police.
Elle sera gagnée en reconstruisant le tissu social, une rue, un bâtiment, une personne à la fois. Le moment d'agir est maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'enquêtes approfondies. Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.